Désir Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région. Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir dans Classe Affaires, le club de l'économie en Isère. Chaque mois, nous découvrons les entreprises qui font la richesse de notre département. Avec des experts, des témoins, des reportages, nous décortiquons les rouages de l'économie. Pour nous accompagner, bien sûr, notre consultant Stéphanie Pay. Bonjour Stéphanie. Bonjour Christophe. Je rappelle que vous présidez le directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Vous êtes notre expert. Ce mois-ci, on parle de... On parle de Jean Monnet, un grand Européen. Le père fondateur de l'Europe. Exactement. On peut le dire comme ça. Alors, il y aura aussi la question de l'internaute. Oui, Karine nous a demandé ce que c'était que le risque de change. Donc, on va essayer de lui répondre. Avec le directeur départemental des finances publiques, nous ferons le point sur le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Il entrera en vigueur en 2019 et les entreprises seront en première ligne. Quel sera leur rôle? Comment doivent-elles se préparer? Réponse dans un instant. Et puis cette émission sera largement consacrée à l'artisanat, comme on le fait régulièrement. Il y a 28 000 entreprises artisanales dans le département, des TPE, des PME qui irriguent tout le territoire. Elles sont pilotées par des patrons au parcours singulier, de vrais entrepreneurs.
important de le rappeler, c'est effectivement une crainte de beaucoup de salariés qui se disent « mais je n'ai pas du tout envie que mon employeur sache que j'ai des revenus par ailleurs ». Donc la règle de confidentialité, elle est respectée. La règle de confidentialité est absolue. Ce qu'il faut bien voir, c'est que derrière le taux que nous allons communiquer, peuvent exister de multiples situations. Avec des revenus très différents, une situation familiale très différente, vous pouvez avoir exactement le même taux de prélèvement. Donc le taux n'a aucun sens si on veut le traduire réellement en connaissance du patrimoine ou de la situation réelle d'un ménage ou d'un foyer fiscal. Donc à ce niveau-là, il y a vraiment rien à craindre sur cet aspect-là. En revanche, moi j'entends tout à fait les inquiétudes. Le but, c'est d'éviter aux entreprises justement de jouer ce rôle intercalaire. Et donc la volonté, c'est de ne pas mettre l'entreprise en lien avec son salarié pour commencer à discuter du taux de prélèvement, des conditions de prélèvement, etc. Donc vraiment, on veut être le seul interlocuteur et nous serons le seul interlocuteur. Tous les revenus ne sont pas des revenus salariaux. Certains revenus sont des revenus non salariaux. Ça peut être des revenus de travailleurs indépendants. Ça peut être des revenus immobiliers que vous pouvez avoir. Et donc là, vous rentrez dans un système qui s'appelle l'acompte contemporain. Et donc, les modalités de prélèvement ne vont pas passer par cet intermédiaire. Donc, l'employeur n'aura absolument pas la connaissance de ces éléments. Bon, pour les chefs d'entreprise qui nous regardent, on peut quand même dire que l'objectif, c'est de se préparer et de ne pas arriver au 1er janvier 2019 sans avoir fait des tests. Il y a un site internet qui est à votre disposition, prélèvementalasource.fr. Et puis, il y a un kit aussi qui est mis en place. Alors voilà, nous notre préoccupation, parce que moi j'entends tout à fait, Monsieur le Président, ce que vous dites, et il faut y veiller. Et donc, il faut se préparer. Alors, se préparer, on l'a dit tout à l'heure, ça passe en amont par un travail extrêmement lourd avec les éditeurs de logiciels, c'est vraiment très important. Et se préparer, c'est maintenant. Se préparer pour les entreprises, c'est véritablement commencer à s'intéresser au sujet maintenant et pas à la rentrée. Faire des simulations concrètement ? Alors, on peut tout à fait participer à des tests, on peut tout à fait s'adapter, même si on a envie de tester plus vite, voir avec l'éditeur de logiciels s'il est prêt et si on peut anticiper cela. Il y a vraiment aucune difficulté. Le kit collecteur dont vous avez parlé, c'est un kit vraiment très simple, disponible sur le site que vous avez cité et qui permet en fait aux patrons, aux collecteurs, de manière très didactique, de savoir comment se préparer pour faire face à cette nouvelle situation. Donc j'incite vraiment tous les chefs d'entreprise ou leurs collaborateurs chargés de la fonction RH de consulter ce site et de récupérer le kit collecteur. Et la direction des finances publiques de l'Isère est à votre disposition si vous avez besoin de détails supplémentaires. Absolument. Merci Philippe Leray, merci pour ces précisions. Pour ce mode d'emploi du prélèvement à la source, quelque chose me dit que d'ici la fin de l'année, on aura l'occasion d'y revenir. Merci d'avoir été avec nous. Philippe Thiersen, vous restez pour la deuxième partie. Dans un instant, on va découvrir deux entreprises artisanales, deux profils très différents, deux passionnés. On fait une courte pause, à tout de suite. Classe Affaires, le club de l'économie en Isère, retour sur le plateau de Télé Grenoble avec Stéphanie Pay, notre consultant. Dans un instant, découverte, comme on aime le faire régulièrement, d'entrepreneurs passionnés, déterminés. L'un a repris une laiterie dans le Trièves, l'autre est ferronnier à Fontaine. Quels sont leurs parcours, leurs motivations? Ils nous diront tout ça. Avant cela, la traditionnelle question de l'internaute. Vous le savez, dans Classe Affaires, vous pouvez poser vos questions à Stéphanie Pay, notre consultant. Stéphanie, cette semaine, la question est signée Karim et il veut savoir ce qu'est le risque de change. Eh bien, Karim, le risque de change en fait, est lié à la variation du taux de change entre deux monnaies. C'est le prix en fait relatif d'une monnaie par rapport à l'autre. C'est des variations qui ne sont pas prévisibles, qui peuvent avoir plus ou moins d'ampleur dans le temps et qui peuvent aboutir notamment pour les entreprises, mais aussi pour un particulier, à des pertes financières. Alors en fait, les deux effets principaux, c'est une dévaluation qui peut être liée à un risque de transaction, c'est-à-dire j'achète
ma matière première en dollars et je revends le produit fini en euros, eh bien, je m'expose à ce risque de change. Ou encore, quand la valeur d'une monnaie nationale baisse, enfin nationale ou internationale, si on prend l'euro, baisse par rapport à une autre, les prix des produits deviennent plus chers sur les marchés internationaux, et donc j'ai une perte de compétitivité. Donc pour ça, il y a deux solutions. En tout cas, pour les risques liés à une transaction, parce que ce qui est lié à une baisse de compétitivité, c'est l'économie nationale et c'est la santé de l'économie nationale. C'est facturer dans sa monnaie quand on est un entrepreneur. J'achète en dollars, j'essaie de facturer en dollars. J'achète en euros, j'essaie de facturer en euros. C'est pas toujours possible parce que ça dépend du rapport de force qu'il y a entre le producteur, entre le fournisseur et le client. Et puis sinon, on peut aussi se tourner vers sa banque, puisque les banques offrent ce qu'on appelle des produits de couverture, qui sont des instruments financiers un petit peu sophistiqués, et donc que je ne décrirai pas dans ma chronique, en tout cas pas aujourd'hui, mais qui permettent justement de couvrir le risque de change quand on a un gros marché, notamment qu'on est obligé de libeller dans une devise qui est différente de la sienne. Voilà, Christophe. Des instruments de couverture contre le risque de change. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors si, comme Karim, vous voulez des précisions sur une notion économique, n'hésitez pas à écrire à Stéphanie, classeaffaires@telegrenoble.net, c'est son adresse. Avec plus de 500 activités représentant près de 250 métiers, des millions d'emplois, c'est un pilier essentiel de notre économie. Dans l'alimentation, le bâtiment, la fabrication, les services, les artisans sont présents partout, dans les campagnes, dans les quartiers, dans des petites structures ou des plus grandes. Plus qu'un métier, c'est une passion, l'artisanat, une passion qu'ils exercent au quotidien, portée par leur savoir-faire toujours exceptionnel. Les artisans sont à l'honneur, avec Philippe Thiersen, le président de la Chambre des métiers de l'Isère, qui est resté avec nous, et avec deux artisans, Rémi Coste, Étincelle Serrurerie Ferronnerie à Fontaine, et Philippe Giraud, la laiterie du Mont-Aiguille à Clel dans le Trièves. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci de nous avoir rejoints. Philippe Thiersen, 28 000 entreprises artisanales en Isère, petites, grandes, sur tout le territoire. C'est ça leur spécificité, c'est de ne pas en avoir. Oui, manquer peut-être un peu de visibilité malgré le nombre d'entreprises, puisqu'on maille tous les territoires. On assure le développement économique, on assure un lien social. Ce sont des entreprises qui sont non délocalisables, 63 000 salariés non délocalisables, 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires et plus de 4 000 contrats d'apprentissage en cours en 2017 sur l'Isère. Alors des entreprises souvent de petite taille, mais qui jouent parfois un rôle essentiel de sous-traitant auprès de grands groupes. C'est tout à fait ça. On a à peu près 2000 sur le bassin grenoblois, on a à peu près 2500 entreprises qui travaillent pour les grosses structures high-tech qui ne pourraient pas fonctionner sans ces entreprises de sous-traitance. On parle beaucoup d'innovation dans le bassin grenoblois. Les entreprises artisanales innovent. Ça n'est pas l'apanage des grands groupes. On le dit régulièrement, mais ça vaut le coup de le rappeler. Absolument, c'est tout à fait vrai. L'innovation est à tous les niveaux. Ce n'est pas juste de la technicité. Ça peut être une performance de fabrication. Ça peut être dans les relations, dans la distribution. Enfin, je veux dire, l'artisan est souple. Il s'adapte facilement. Et c'est un chef d'entreprise, donc il est factuel et il essaye d'être efficace. Alors il y a quand même plusieurs défis qui se trouvent face au monde artisanal. Le premier défi, on en parle beaucoup, c'est l'apprentissage. On dit que ça doit être un objectif, mais on a quand même du mal en France à augmenter le nombre de nos apprentis. Oui, c'est un sujet d'actualité. On est en plein dedans là, en ce moment avec le projet de réforme de l'apprentissage. L'apprentissage qui est une voie d'excellence pour aller vers l'emploi. L'exemple que je connais bien, puisqu'il est géré par la Chambre de métiers, c'est le FMA. On en voit des images, là. D'accord, et qui a un taux de réussite à 83% sur les examens et un taux d'employabilité à 90% à la sortie des formations. Donc, je veux dire, c'est une formule qui marche. Et c'est dommage que l'apprentissage ait une si mauvaise image que ça. Les pistes, rapidement, c'est l'orientation. Si tu n'es pas bon, mon fils, tu seras apprenti. C'est plus complètement vrai, mais je veux dire, c'est dans l'imaginaire collectif. Et il faut encore lutter contre cette pensée. Absolument. Alors qu'il y a des beaux métiers, il y a des belles carrières, on peut bien gagner sa vie. Et la moitié des apprentis seront chefs d'entreprise au cours de leur carrière professionnelle.
L'apprentissage, donc un premier défi. Deuxième défi, la reprise d'entreprise. L'artisanat est frappé par le baby-boom, ces artisans qui sont nés après-guerre et qui doivent aujourd'hui passer la main. Ça, c'est un gisement qu'il ne faut absolument pas perdre. Oui, c'est même une pierre angulaire. Ça peut être un vrai choc social si on le traite mal, puisqu'on a à peu près 6 000 entreprises qui vont devoir être reprises dans les 5 ans, en sachant que la moitié ne seront pas vendables, mais enfin ça en laisse encore 3 000. En Isère, là? En Isère, je parle que de l'Isère, je ne parle pas de la France, que de l'Isère. 3 000 entreprises dans les 5 ans. Quand on sait qu'on a à peu près 3 salariés par entreprise, vous voyez le nombre d'emplois que cela génère, quoi. Et on voit effectivement les opportunités aussi. Reprendre une entreprise, c'est plus facile que de la créer. Oui, les chances de réussite sont meilleures. Je suis complètement d'accord et on va vous le confirmer tout à l'heure. Alors la reprise, c'est justement le chemin choisi par Maxime Garivier pour devenir son propre patron dans l'entreprise qu'il avait d'ailleurs embauché. On est à Vienne, donc dans le Nord-Isère. Cette entreprise, c'est Vienne Rénovation. Bonjour, je m'appelle Maxime Garivier, je suis gérant de l'entreprise Garivier Massot Vienne Rénovation. Nous sommes une entreprise générale du bâtiment en région viennoise. C'est une entreprise que j'ai rachetée il y a un peu plus d'1 an à Louis-Noël Massot, artisan depuis environ 35 ans, qui m'a cédé son entreprise il y a un peu plus d'1 an et nous accompagne toujours aujourd'hui sur nos chantiers pour assurer la transition. C'est quelqu'un de fort sympathique qui a plusieurs passions, mais avant tout passionné par son métier. Il a aussi, je dirais, cette qualité de pédagogue qui lui permet assez facilement de m'apprendre certains points, certains détails, certaines ficelles du métier. C'est une amitié, on va dire, qui est née au-delà de la transmission. J'ai fait le choix de transmettre mon entreprise pour que l'entreprise soit pérenne, d'une part, et puis d'autre part, pour que mon ouvrier Mohamed puisse continuer la vie qu'il avait avant et puisse travailler un peu dans les mêmes conditions. Donc quand on s'est rencontré avec Maxime, j'ai tout de suite vu en lui quelqu'un qui correspondait, même au-delà de mes espérances, à qui j'avais envie de transmettre l'entreprise. La réussite aujourd'hui, c'est 1 an après la date de rachat, d'avoir des relations qui sont toujours aussi bonnes avec le cédant Louis-Noël Massot. C'est aussi pour notre clientèle d'avoir su la conserver. Et puis c'est aussi pour nous cette année l'occasion de recruter une personne supplémentaire. Voilà pour cet exemple de transmission reprise dans le Nord-Isère. D'autres témoignages d'artisans tout de suite sur le plateau avec Rémi Coste et Philippe Giraud. Philippe Giraud, vous avez sauvé la laiterie du Montéguy. Alors on est à Clel dans le Trièves. Vous l'avez rachetée en 2012 alors qu'elle était en liquidation judiciaire. Vous avez une dizaine de salariés. Quelles ont été vos premières décisions quand vous avez racheté cette entreprise en difficulté ? C'est vrai que le 8 août 2012, quand je suis sorti du tribunal et que je suis monté dans le Trièves, quand je suis arrivé sur le parking, je ne savais pas par quel bout commencer. C'est vrai que je me suis retrouvé début août avec des producteurs de lait qui n'ont pas été payés, des salariés, leur salaire a été très compliqué pour eux. Donc les producteurs n'ont pas été payés pendant 3 mois, donc il y avait déjà une certaine confiance que je devais arriver à recréer auprès d'eux. Et puis après, au mois d'août, je me suis retrouvé sans carton, sans agrément bio, puisqu'on collecte du lait de vache bio, du lait de brebis et du lait de chèvre. Et qu'avec tout ça, le premier mois, il a vraiment été très compliqué. Le lait arrivait, il fallait fabriquer et il fallait vendre. On y est arrivé, grâce à une bonne équipe qu'on a remontée et qui est composée aujourd'hui d'une dizaine de personnes. Et l'entreprise, aujourd'hui, est pérenne et elle existe. Ouais, il a fallu d'abord réadapter tout l'outil de production. Il a fallu réadapter tout l'outil de production. On a déjà aussi donc essayé d'améliorer la productivité de l'entreprise en investissant dans du matériel.
On a également révisé la gamme. On avait une gamme qui était très très longue. Vous avez réduit l'ampleur de la gamme. Exactement. On a dû réduire l'ampleur de la gamme parce qu'on avait une multitude de produits qui avaient des ventes qui étaient quand même très très faibles. Donc se concentrer pour être plus productif sur certains Tout à produits. fait. En sachant qu'on fabrique quand même énormément de produits aujourd'hui. On les voit à l'image, hein, effectivement. Hein, ça va du yaourt à la tome du Trièves en passant par les faisselles, les fromages en tout genre. Autre action immédiate, revoir les circuits de distribution, trouver des nouveaux débouchés. Donc trouver des nouveaux débouchés, oui c'est vrai que j'ai une société commerciale qui m'a quand même beaucoup aidé dans ce domaine par rapport à mes contacts et notre diffusion qui est relativement importante sur la région Rhône-Alpes. On fait même un petit peu d'export donc sur la Suisse puisqu'on est quand même limitrophe de ce pays et la Suisse romande est assez friand des fromages français, quoi. Donc on a des tomes du Trièves qui vont être vendus en Suisse. Voilà, des carrés, des 3 pies bon, notre spécificité à la laiterie, pardon, c'est on est situé donc au pied du Mont Aiguille et où on collecte du lait de montagne et du lait bio. Et avec du bon lait, on fait du bon fromage. 600 000 litres de lait traité chaque année. Donc on voit tout de suite, avec une dizaine de producteurs locaux. Parmi les circuits de distribution que vous avez travaillé, les supermarchés notamment, vous avez réussi à les convaincre de faire le pari du produit local. On les a convaincus parce que c'est vrai que le consommateur aujourd'hui est quand même à la recherche des produits de proximité, des produits authentiques. Et il a fallu convaincre les grandes et moyennes surfaces de les mettre en rayon. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ne sont pas déçus, puisque c'est un de nos axes de progression. On travaille également avec des crémiers spécialisés, des magasins bio qui sont spécialisés aussi. Et puis on travaille avec la collectivité, avec des cantines scolaires, avec la cuisine centrale de Grenoble, avec des EHPAD. Donc tout ça, c'est effectivement des marchés qui sont importants. Il y a aussi une vente sur place à la boutique, 7 jours sur 7, ce qui n'est pas aussi courant que ça. Et puis un site internet aussi où on peut acheter tout ça. Il a fallu le mettre en place, brique par brique, j'allais dire, exactement. Fromage par fromage. Ouais. Alors c'est vrai que le magasin permet déjà aux touristes qui descendent dans le sud, qui font des allers-retours, de découvrir les produits de la région. Et on a également une grosse clientèle grenobloise qui vient servir chez nous et qui est contente aussi de retrouver ces produits dans les magasins de la région grenobloise. Bon, on peut quand même citer le produit phare, c'est le carré du Trièves. C'est du lait de vache, pour le coup. Et c'est d'ailleurs une marque déposée aujourd'hui, ce carré du Trièves. Vous en faites combien 13 tonnes par an? C'est ça. Bon, ça fait quelques fromages. Vous évoquez beaucoup le bio. C'est une direction qui est, selon vous, désormais prise, inévitable, et vous allez continuer à renforcer la part du bio dans votre activité? On va continuer à renforcer la part du bio. Aujourd'hui, les consommateurs sont à la recherche de produits bio. Par rapport à tout ce qu'on entend aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont quand même besoin d'être rassurés. Donc, du bio avec du lait de montagne, produit dans le Trièves, ils sont rassurés. J'entends parler, dernière question, d'un gruyère du Trièves qui serait en préparation? Non, c'est une bêtise? Non. Bon, travaillez-y, essayez d'y réfléchir, parce que vous êtes de Haute-Savoie quand même, c'est ça. Ouais. Bon, un enfant de la balle, fromager de père en fils depuis 1881. On parlait d'innovation dans l'artisanat. On peut imaginer de nouvelles recettes, de nouveaux fromages sur lesquels vous travaillerez? On peut imaginer. Nous, surtout, on se penche notre spécialité, notamment dans l'ultra frais. On fabrique des yaourts avec des fruits qui sont sans conservateur et du lait qui n'est pas du tout, entre guillemets, trituré, puisque pour avoir le droit à l'appellation lait entier, il faut qu'il fasse minimum 35% de matière grasse. Quand on va collecter du lait, il est toujours beaucoup plus riche. Et nous, on ne touche pas du tout à ça. On le conserve dans son état. Et on le conditionne dans son état. L'innovation chez vous, c'est l'authenticité, si je comprends bien, c'est bien ça. Merci. Autre artisan, autre profil, autre aventure, Rémi Cosse. Alors vous avez créé votre propre entreprise en 2011, Étincelle, une entreprise de ferronnerie-serrurerie à Fontaine. Là encore, c'est un métier très ancien, dans la lignée des forgerons d'antan. Et on réussit à innover même dans ces métiers anciens? Alors forcément, oui, on n'a pas le choix. Les habitudes et les modes de vie évoluent, donc on est obligé d'évoluer avec. On ne peut plus
Et comment on innove quand on travaille le fer? Moi, je ne connais pas. C'est un matériau noble, mais difficile. Comment est-ce qu'on réussit à faire du neuf, finalement, avec ce matériau ancestral? Alors, l'acier, c'est vrai que c'est un matériau difficile à travailler, dur. Mais le client a toujours de bonnes idées et de nouvelles demandes qui nous poussent à trouver, comme je vous le disais, des solutions et par là même, par la force, innover. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier? Là aussi, je crois que c'est un petit peu dans les gènes. Hein. Voilà, alors j'ai mon père qui était chaudronnier, donc c'est vrai que c'est un matériau qui est difficile d'accès, qu'on ne connaît pas forcément. Moi, forcément, j'ai un peu baigné dedans, donc c'était quand même plus accessible pour moi. Après, c'était naturel, alors que pour d'autres, ce sera le bois ou autre chose. Alors on vous voit là dans votre atelier, hein, et on voit les créations que vous faites, donc des portails, des escaliers, des rambardes, on a vu des verrières. Pour les particuliers, vous travaillez aussi de plus en plus pour d'autres professionnels et aussi en sous-traitance, expliquez-moi. Alors pour d'autres professionnels, des paysagistes, des cuisinistes, des entreprises du multiservice, un peu de la même manière que pour le particulier, sur mesure à la demande. Un petit peu de sous-traitance depuis cette année que j'ai embauché un apprenti, il faut bien alimenter la machine. Donc la sous-traitance pour de l'industrie, des confrères, mais bien plus gros que moi, qui remportent des marchés publics et qui dispatchent à droite à gauche un petit peu le boulot. Et donc c'est pas le même travail, c'est pas le même intérêt, mais ça permet d'alimenter, comme je disais, la machine et de faire bouillir la marmite. Contribuer à l'activité, évidemment. Alors vous venez d'obtenir un titre prestigieux, hein, le titre de maître artisan d'art. Philippe, c'est un titre, je le disais, rare. Ouais, rare et prestigieux. Ils sont 50 environ en Isère. Donc vous voyez, sur 28 500 entreprises... Respect. Alors, il y a les artisans d'art, hein, et les maîtres artisans d'art. C'est ça. Ouais. Qu'on comprenne bien. Vous êtes engagé particulièrement dans le savoir-faire et la transmission du savoir-faire. Il y a les deux dimensions. Voilà. Donc, c'est important de savoir-faire et c'est important de le transmettre pour le jeune et puis pour l'entreprise aussi, parce que c'est valorisant. Ça fait rentrer de la matière grise toute fraîche régulièrement dans l'entreprise, ça fait évoluer tout le monde et puis on s'y retrouve. On parlait avec Philippe Tiersen tout à l'heure du défi de l'apprentissage. Vous nous disiez que vous aviez pris un apprenti là, tout récemment. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? La quantité de travail déjà, parce qu'il est là pour bosser et il participe. Et voilà, cette dimension de transmission, de partage et de dépasser un peu, toujours dans le même principe, dépasser un peu ses limites et échanger. Vous avez été enseignant, hein, dans le passé? Oui, j'ai fait un petit peu d'enseignement, oui. Après un BTS de chaudronnerie à Marseille. L'image dont on parlait tout à l'heure, de l'image un peu dégradée de ces métiers techniques, vous trouvez que c'est le passé maintenant, les mentalités commencent à évoluer ou il y a encore du travail à faire? Alors comme vous disiez, ça commence à évoluer, c'est qu'il y a encore du travail à faire. Forcément. La réponse était dans la question, c'est voilà. ça? Non, mais est-ce que, tout à fait, on le répète, est-ce que c'est vrai ou est-ce que évidemment vous le constatez vous sur le terrain? Ah oui, évidemment, oui, il y a beaucoup de travail à faire. Le recrutement est difficile. Il faut trouver le jeune qui a envie, qui soit motivé, que ce ne soit pas une voie de garage. Et puis quand il y aura des apprentissages en banquier ou autre, on aura gagné. Il y en a, oui. On a une centaine d'apprentis tous les ans, tous les 2 ans en fonction des promos. Et c'est devenu vraiment un mode de recrutement très important, de transmission. Enfin, c'est ce que vous décrivez. Et avec l'allongement pour certains des études, on a des apprentis qui vont jusqu'en licence, master. Enfin, et la professionnalisation commence à se développer, y compris dans les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs. Donc c'est quand même quelque chose. Mais moi, j'ai envie de dire, parce que sur le sujet de l'apprentissage, on voit que ça mène à de très hautes distinctions comme celle que vous avez eue. Et encore une fois, bravo. C'est pas tellement les enfants qu'il faut orienter, c'est les parents. On est bien d'accord. Et là, il y a un travail absolument colossal de lutter contre cette image dévalorisante qu'ont les parents
de ces filières, de métiers techniques ou de métiers manuels. Enfin voilà, la clé d'entrée, elle est sur les parents. Il est même... Donc si vous avez besoin, moi je peux vous aider, parce que je suis à fond. Voilà, vous nous laisserez votre téléphone, mais ce que je veux dire, c'est vrai que les parents, évidemment, c'est le nœud de la famille, donc c'est presque, c'est pas bien. Il faut recevoir les parents, accompagnés de l'enfant, peut-être pas en première intention, mais au moins pour discuter, pour dialoguer, pour voir les attentes du futur apprenti et aussi un peu les attentes des parents, parce que si les parents ne suivent pas, c'est un apprentissage qui n'ira pas au bout. Et information complémentaire, l'artisanat forme 40% des apprentis en France. Voilà, avec deux très beaux exemples. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Rémi Coste, Philippe Giraud. Merci Philippe Tiersen d'avoir été sur notre plateau. Stéphanie, merci. Encore de belles découvertes. Merci à vous, Christophe. C'était passionnant. À voir et à revoir Classe Affaires sur Télé Grenoble, télégrenoble.net. Je vous propose de nous retrouver tout de suite sur les réseaux sociaux, sur le web, pour notre petit bonus avec Stéphanie. Merci de votre fidélité. À très vite pour un nouveau voyage en Classe Affaires dans le club de l'économie en Isère. Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région. Nord-Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.